Patrice Hamel, vous avez été chanteur d'opéra, acteur, metteur en scène, réalisateur. Depuis quelques années, vous vous consacrez surtout aux arts plastiques et à certaines théories de la représentation que nous développerons tout à l'heure. Votre pratique consiste à investir, entre guillemets, investir des lieux. Donc, pourriez-vous nous parler un peu plus du rapport à l'espace que vous avez dans vos œuvres? Comment procédez-vous à intervenir dans un espace? Oui. Alors, on peut me situer dans la catégorie des plasticiens qui travaillent in situ, mais c'est-à-dire qui partent d'un lieu sans avoir forcément une idée préalable de ce qu'ils vont faire avant. Mais je développe ce principe sur tous les aspects, c'est-à-dire que j'ai été très influencé par des courants comme le nouveau roman, enfin toute une époque où certaines personnes pensaient que la forme conditionnait le sens, que le sens était produit et qu'il n'était pas, au contraire, préalablement pensé. Et le fait que je travaille sur des lettres, évidemment, me permet d'aller très loin dans ce domaine parce que je réfléchis à des formes qui vont permettre de lire dans différents sens des mots soit semblables, soit différents. Et donc à partir de la constitution des lettres telles qu'on les utilise dans un alphabet, ces formes de lettres qui sont arbitraires par rapport au son et au sens qui vont être associés, puisque c'est des conventions qui s'établissent. À partir de là, je rends ces formes non plus arbitraires, mais nécessaires pour qu'elles produisent ces différentes lectures et entrent en phase avec des formes de perception que j'ai beaucoup analysées et qui fonctionnent par couches et qui ne sont pas du tout du même ordre selon la manière dont on les travaille. Oui. Donc ces lettres entrent en... Donc il y a déjà un travail particulier sur le signifiant, qui produit des signifiés différents à partir des mêmes formes qui se réfléchissent. Le signifiant, pour tout le monde, le signifiant, ça va être, par exemple, un exemple. Le signifiant, c'est tout ce qui est formel, matériel, ouais, et qui va permettre d'accéder au sens et donc à ce qui est signifié. Donc par exemple, la forme d'un O va produire le son O. Alors quand je dis ça, je ne devrais pas le dire comme ça, je devrais faire la forme arrondie, ouais, puisque le O est déjà compris quand je le dis. En fait, ça ne va pas de soi, ou la forme en croix n'est pas fatalement faite pour donner le son T, évidemment. Tout ça est arbitraire. Donc le signifiant, c'est le fait de travailler ces formes, qui sont donc arbitraires au départ, qui vont rester d'ailleurs par rapport à la relation au son et au sens. Je veux dire, le fait que le T produise le son T, la croix va produire le son T, reste toujours valable dans son arbitraire. Par contre, je vais investir des formes particulières et qui donc là travaillent le signifiant pour qu'on ait accès à différents types de signifiés. Donc, par exemple, à partir des mêmes formes, on a le mot toile et puis inversé, on peut dire relief. Oui. Alors que c'est exactement les mêmes tracés, il suffit d'inverser, on pourra le constater tout à l'heure. Et donc ça, le fait de pouvoir lire un mot dans plusieurs sens, c'est un ambigramme? Voilà, alors ça c'est le mot qui a été forgé, je crois, par Hofstadter, Douglas Hofstadter, qui est connu pour son livre sur Bach, Escher et quel est le troisième déjà? Alors ça, on pourrait vous lire ce soir. Et donc, il fait lui-même des ambigrammes, il est très intéressé avec ça. J'ai eu un échange avec lui d'ailleurs, par courriel, et c'est quelqu'un de très sympathique. Et donc, c'est le mot qu'on utilise parfois, mais c'est une partie du travail que j'effectue. Les ambigrammes peuvent se faire sur un papier. Là, c'est pas du tout mon but. Ils vont être articulés à l'espace. Et puis le sens utilisé, bien entendu, est autodésignatif et n'est pas non plus insignifiant. Et choisi par hasard. Oui. Je voulais revenir par rapport à cet espace. Donc là, on a surtout insisté sur Gödel, Escher et Bach. Voilà. Là, on a surtout insisté sur le rapport signifiant-signifié. Mais pour avoir vu de nombreuses de vos œuvres, on sent bien que le mot, lui, dans l'espace, est disposé d'une certaine façon à partir des contraintes du lieu. Comment procédez-vous pour choisir
Y a-t-il un conflit d'ailleurs entre le fait de choisir un mot et comment le répartir? Parce qu'on pourrait croire que ça se fait comme ça, que tout est calculé, tout millimétré. Et en fin de compte, ça l'est, et en même temps, on sent bien qu'on ne peut pas mettre n'importe quel mot. Ouais. Il y a toujours ce mélange de hasard et de nécessité. Comme le lieu va me donner des idées par rapport à ses spécificités. Alors parfois, c'est des spécificités qu'on peut retrouver dans différents endroits. Je veux dire, quand je fais entrée, quitte sortie, il suffit d'avoir un seuil avec une verrière. Enfin, bon, mais il y a des lieux qui sont plus particuliers. Et là, je vais jouer avec effectivement des choses qui n'étaient pas forcément intéressantes à la base et qui peuvent même être des défis et que je vais investir et que je vais travailler de façon qu'on ait l'impression que ça a été fait exprès d'une certaine façon. Donc mon travail, c'est d'apporter des éléments étrangers a priori, et je n'utilise pas le mot par hasard, et de façon qu'il s'intègre dans un lieu, qu'il dialogue avec lui, et pour que l'œuvre être transformée par lui, le lieu va être transformé par l'œuvre, mais ça n'intervient pas en termes de conflit, et le lieu n'est pas simplement un site d'accueil qui se contente alors là, justement, le mot intégré ne marcherait plus, mais qui se contente de recueillir un objet qui serait travaillé préalablement et séparément. C'est-à-dire que l'espace de l'œuvre et du lieu, de toute façon qu'ils sont intrinsèquement liés, produisent aussi un nouveau sens et une relecture de l'espace. Voilà. Il faudrait aussi dire que vous êtes un des artistes qui a le plus investi l'espace public parisien. On peut compter 7 œuvres dans l'espace public. 7 lieux, mais ça fait 18 œuvres et il y en a d'autres qui sont en train d'être construites. Patrice Hamel, vous avez employé le mot intégration tout à l'heure. Donc l'intégration, pourriez-vous plus nous en parler de ce que cela signifie, le fait d'intégrer un mot dans l'espace? C'est le mot qui s'intègre, c'est l'espace qui s'intègre au mot, ou c'est le mot qui s'intègre à l'espace? Vous pouvez revenir sur ce concept d'intégration dans les arts plastiques? Comment vous l'employez? Oui, alors, je m'arrange pour que tous les constituants soient reliés les uns aux autres, et donc que le sens utilisé, enfin la sémantique, les différents mots qui peuvent être amenés à être décryptés, vont renvoyer à l'œuvre elle-même qu'on est en train de regarder, donc à certaines opérations qu'on effectue d'une manière ou d'une autre. Et donc ça, c'est donc une aide, une clé de lecture qui est fournie dans l'œuvre même. C'est une des manières d'intégrer le sens dans l'œuvre et de permettre à l'observateur, au spectateur, d'être lui-même impliqué et intégré dans le travail aussi. C'est-à-dire qu'il ne se sent pas étranger d'emblée, on ne lui donne pas un mode d'emploi pour lui dire exactement ce qu'il doit penser ou même regarder. L'œuvre est travaillée de telle façon qu'il a les éléments pour pouvoir reconstituer les différentes phases d'élaboration et comprendre ce qui a été effectué, qu'est-ce qui peut le concerner. C'est pour moi un truc très très important de ne pas dissocier. Il y a un contrat qui s'effectue, un contrat perceptuel et un contrat de compréhension. C'est très important de ne pas casser ce lien qui est, à mon avis, fondamental. C'est-à-dire que le spectateur est actif. Il n'est pas là pour simplement constater des choses qu'on lui a dit sur l'artiste ou l'œuvre. Et notamment, ces œuvres qui sont dans l'espace public, qui ne sont pas dans des lieux d'art, donc ils ne savent pas qu'ils vont avoir affaire à elles. Ils ne savent pas que c'est, je veux dire, à la limite, on s'en fiche que c'est de l'art dans un premier temps. Donc ils prennent le métro aérien et puis ils voient des néons rouges qui se réfléchissent, puis ils se posent des questions. Et c'est ça qui m'intéresse. Donc à partir de là, il s'enclenche des choses. Et donc l'œuvre est intégrée de cette façon, mais également parce qu'elle s'articule au lieu et qu'elle dépend de lui et que lui-même va être transformé par elle. Donc c'est très différent des choses qu'on fait qui s'imposent, qui se plantent là comme sans aucun souci du contexte. Et pour moi, c'est une des choses évidemment fondamentales. Donc je voulais revenir sur ce que vous avez dit expressément, Patrice Hamel, pour resynthétiser de manière très, très compacte. Les mots à retenir, les concepts sont espace public, l'œuvre est donc ouverte et accessible à tout le monde.
ensuite intégrés au lieu, avec ce qu'engendre le concept d'intégration. Dans vos œuvres, tout est donné formellement pour que le spectateur puisse comprendre en fin de compte l'œuvre dans sa portée signifiante et signifiée. Et ensuite, donc, ce qui est tout à fait démocratique aujourd'hui, et ensuite la très grande place importante que vous accordez au spectateur en le sollicitant d'un point de vue perceptuel. Théoriser sur les modalités de représentation donc, qui touchent et qui ont l'attrait à la part du perceptuel. Donc j'ai beaucoup travaillé sur l'appréhension sensorielle, sur la manière dont... Déjà, j'ai beaucoup analysé de travaux d'autres artistes, de peinture ancienne en particulier, pour comprendre à chaque fois ce qui se passait dans les modalités de représentation et quelles étaient les sensorialités qui étaient convoquées. Alors, je prends un exemple tout simple que tout le monde va comprendre. Quand on a un carton comme ça devant soi, rectangulaire, si on le positionne de cette façon, en fait, on n'apprend pas le rectangle immédiatement. On a un trapèze sur notre récepteur dans un premier temps. Et c'est le cerveau qui immédiatement analyse et nous fait percevoir un rectangle dans l'espace, orienté d'une certaine façon. C'est-à-dire que ça va tellement vite qu'on voit toujours un rectangle, c'est-à-dire quelle que soit sa position, c'est toujours un rectangle. Il y a une constante de forme qui perdure. Donc, si on le met évidemment frontalement, on a le rectangle immédiatement. Eh bien, toute l'histoire de l'art est parcourue par ce type de problématique. Est-ce qu'on va représenter le trapèze pour représenter un espace et une perspective, ou est-ce qu'on va se confronter aux objets tels qu'ils sont le plus facilement compréhensibles par rapport au support? À nouveau, c'est une question de support. C'est-à-dire que les Égyptiens, par exemple, vont représenter un bassin au sol, avec des gens qui se promènent à côté, et le bassin sera vu comme s'il était vu du haut, sera dessiné comme dans sa forme la plus simple. C'est pour ça qu'ils prennent des poses qu'on connaît d'ailleurs. Ils choisissent à chaque fois les positions les plus adaptées, les plus planes par rapport aux murs sur lesquels ils vont peindre, par exemple. C'est-à-dire que c'est évident que ce bras-là, dans cette position, est plus difficile à dessiner et moins en rapport avec ce contour-là qui épouse son support direct. Voilà. Donc, pour en revenir très simplement, un A qui se transforme en E dans vos répliques. Voilà, je suis confronté à chaque fois à ces problématiques. Parfois, pour que ça marche, je dois simuler un relief, par exemple. Ça m'est arrivé avec Feedback où certaines lettres doivent être lues dans leur matérialité uniquement à plat, ou bien au contraire avec une illusion de relief pour que ça fonctionne. Et puis, comme j'utilise des reflets, évidemment le reflet va amener à une représentation. C'est ce qu'un miroir produit immédiatement. Donc j'ai beaucoup réfléchi à toutes ces combinaisons qui vont enrichir les manières de travailler, de pouvoir lire toutes ces lettres. Donc votre travail entre guillemets conceptuel est plutôt théorique, je dirais, parce qu'on est très loin de l'art conceptuel. Votre travail très théorique est issu d'une pratique d'observation et aussi de nombreuses lectures de neurosciences. Voilà, c'est toujours une manière de fonctionner qui est déduite d'une observation, d'une réflexion. C'est pas, si on parle d'art conceptuel, le problème c'est que dans le sens strict, il y a un concept, une idée que l'on a, et puis on se fiche de la réalisation, et c'est cette idée qui compte, ou le processus, etc. Alors ça a amené des choses intéressantes, mais le problème, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on va percevoir, et ce qui est perçu est absolument déduit de tous ces mécanismes qu'on a repérés, qu'on a compris. Et donc dans ce sens-là, je m'oppose à toutes sortes de courants expressivistes qui prennent leur théorie chez Platon, c'est-à-dire on a une idée du monde et puis on voit ce que ça peut engendrer après, c'est-à-dire qu'on se fiche du monde, enfin on essaye que le monde ressemble à ses idées et ça mène à des choses quand même auxquelles tout le monde pense, qui ne sont pas les plus belles, et je fais exactement le contraire, c'est-à-dire qu'il y a une réflexion sur le monde, si on peut dire, si on peut inverser le truc, et on va en déduire
des fonctionnements et les déduire des sens. Et c'est à cause d'ailleurs peut-être de cette idée un peu persistante des fois qui fait que le rectangle reste un rectangle et ne sera jamais perçu comme trapèze dans l'espace. Ah bah, dans la réalité. De la réalité, oui. Mais par contre, avec l'arpentation, on peut jouer avec toutes les autres modalités. Voilà. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, ce trapèze qui est ce que j'appelle infraperceptuel, parce qu'il est en deçà de la perception, c'est ce qui permet d'y conduire. Ce trapèze peut être dessiné tel quel sur une toile, par exemple, et là, soit nous permettre de voir un trapèze, c'est très possible, tout dépend du contexte, une fois de plus, soit c'est un rectangle dans l'espace. Donc, on va jouer avec des différentes modalités de perception, de sensorialité, qui sont simultanées, mais qui permettent de voir des tas de choses alors là, différentes. C'est vraiment quelque chose de très important, c'est que simultanéité et différence sont toujours intégrés simultanément. Comment dire ? C'est-à-dire que tous les principes dont vous parlez sur la perception, sur la physicalité, qui sont en conflit des fois avec un rapport physique de l'espace, sont à chaque fois autonomes, mais aussi intrinsèquement liés. Absolument. Il y a une espèce de condensation, enfin, des choses qu'on pourrait traiter séparément. J'essaye de les combiner, enfin, j'ai réussi d'ailleurs, et en fait, avec le minimum de moyens possibles, il y a un maximum de choses qui se passent et qui s'interpénètrent les unes les autres. Ce qui est en conflit d'habitude ne l'est plus et devient autonome. Alors, et dialogue. Voilà. Alors, j'utilise une expression qui peut paraître bizarre parce que c'est une sorte d'oxymore, mais en fait, c'est ce qui se passe. C'est les autonomies articulées. C'est-à-dire que certains paramètres demeurent autonomes et d'autres s'assemblent et sont interdépendants. Mais on a ça en musique très souvent, on entend des voix séparément, puis on a une harmonie qui les relie, donc on peut très bien avoir les deux sans problème, sauf que c'est pas toujours pensé de cette façon. Donc c'est comme ça que je procède, effectivement. Et c'est là aussi où je reviens à cette notion où le spectateur n'est pas... Il choisit en fin de compte de regarder l'œuvre, de se l'approprier ou de ne pas se l'approprier, il ne subit pas une sorte d'expressionnisme qui va l'envahir et lui provoquer des sensations... C'est-à-dire qu'on le sollicite, c'est grâce à lui que l'œuvre existe. S'il n'arrive pas à lire et à voir tout ça, ça n'a pas de sens. Donc, mais c'est une relation de dialogue entre l'œuvre et lui qui va faire que les choses rendent les choses intéressantes. C'est lui qui va rendre l'œuvre intéressante, c'est l'œuvre qui va la rendre intéressante si la relation s'établit. Et donc, ces autonomies articulées, c'est très important parce que si on pense à un niveau politique, apparemment, je n'ai pas l'air de parler de sujets politiques, mais en fait, toutes les opérations le sont. Et on voit bien en laissant une certaine autonomie sur certaines choses, tout en articulant, en pensant les deux à la fois, il se passe des choses colossales finalement. Et c'est là qu'on peut tirer des leçons éventuellement pour d'autres domaines, si on veut. Comme vous parlez d'autres domaines, vous êtes ici, on ne l'a pas évoqué en début de cette interview, vous réalisez des objets de design que vous appelez des OMF, des objets métafonctionnels. Alors pourquoi métafonctionnels ? Alors, ça relève de la même idée, c'est-à-dire que il s'agit de penser des choses qui sont souvent opposées, contradictoires, c'est-à-dire pour un meuble par exemple, on a un aspect fonctionnel, il doit vraiment servir, et par ailleurs il y a un aspect esthétique. Et très souvent, c'est tout l'intérêt de faire ce genre de choses, c'est d'arriver à articuler les deux, parce qu'évidemment, ils entrent en conflit en général, et puis on a souvent des meubles très jolis, mais qui sont inutilisables, et qui ressemblent plutôt à des sculptures, ou alors de l'autre côté, des fauteuils absolument confortables, mais d'une laideur insoutenable. Donc, le gros problème de ce genre de choses, de ce travail, c'est précisément d'arriver à articuler des choses conflictuelles au départ, et en tout cas qui peuvent paraître autonomes. Eh bien, ce qui m'intéresse là, c'est de travailler les deux
pour qu'ils gardent leur autonomie, c'est-à-dire qu'on peut les voir aussi bien sous l'angle d'une œuvre d'art que sous un angle fonctionnel, et que les deux fonctionnent. Donc ce n'est pas pour moi la façon de procéder la plus fréquente, où on part de la fonctionnalité, on va trouver le style ou la jolie forme qui va paraître l'enjoliver, pas du tout. C'est vraiment une forme qui a priori n'a pas forcément de rapport, même si je pense évidemment dès le départ que ça va être un bureau plutôt qu'autre chose, sinon on ne peut pas y arriver. Mais ce bureau-là, on peut simplement voir un rectangle plié en trois. Et puis apprécier les biais et les formes plastiques et la manière dont c'est développé dans l'espace. Et il se trouve que ça marche aussi comme bureau et que c'est même très pratique. Et c'est ça qui me plaît. Voilà. Donc, on parlait tout de suite à l'instant de design, d'objets métafonctionnels, de conflit entre esthétique et fonctionnalité, où chaque problématique esthétique et fonctionnalité garde son autonomie et tout d'un coup donne naissance à un objet métafonctionnel. Donc ici, vous tenez devant votre bureau qui est le MF5. Le MF5, l'OMF5. Donc, meuble métafonctionnel 5, la problématique là, c'est d'arriver à se passer des pieds, des appuis traditionnels pour avoir une forme plastique beaucoup plus stricte et minimale. Donc, en l'occurrence, j'ai essayé beaucoup de choses avant de trouver ça, parce que, évidemment, la simplicité, c'est toujours un résultat qui prend beaucoup de temps. Donc, ce n'est qu'un rectangle plié en trois avec des biais, ce qu'on ne fait pas habituellement. En fait, au niveau fonctionnel, c'est même assez pratique. Il y a des parties plus grandes que d'autres. Et on peut mettre ses jambes sans problème dessous. Enfin, tout est calculé pour que ça fonctionne. C'est le cas de dire. Et donc, ici, fallait trouver la solution pour donner l'impression que ça repose par lui-même, en fait, sans aucun pied, sans aucun... Oui, parce que la partie basse touche le sol, et ensuite c'est juste posé contre le mur. C'est-à-dire qu'il n'y a strictement que le pli qui repose sur le mur. Voilà, donc évidemment, il y a deux accroches qu'on ne voit pas, sinon ça ne va pas fonctionner. Et en fin de compte, par rapport à l'apparence esthétique minimale, c'est la conséquence de la contrainte. Absolument. Donc, c'est vraiment un jeu plastique qui fonctionne, comme je le disais, qui fonctionne indépendamment de manière donc, autonome et indépendamment de sa fonctionnalité. Et en même temps, ça sert effectivement un meuble dans tous ses aspects. Tout simplement. D'emblée, on peut croire que c'est une sculpture moderne, minimale. Et les gens pensent que c'est simplement des beaux panneaux rouges qui sont installés en biais. Et puis, donc, il y a quelque chose qui peut paraître assez concret, implanté dans l'espace. Et puis, il se trouve que d'une part, il y a ces miroirs qui complètent les angles où on ne voit pas le meuble, et que effectivement, c'est donc un meuble qui peut s'ouvrir. Donc, une fois ouvert, l'horizontalité retrouve sa place, et on peut là constater que le miroir se situe à moitié chemin. C'est-à-dire qu'en fait, le meuble est 2 fois plus profond qu'il peut paraître quand il est fermé, parce qu'en fait, évidemment, le miroir cache le socle. Ce meuble, ça pèse un poids considérable avec tous les objets qui sont dedans, et ne pourra absolument pas tenir sans avoir un support en dessous. Donc, lorsqu'il est fermé, on a l'illusion qu'il est juste coincé par ses coins, qu'il a été fait juste pour tenir dans cet espace, et qu'avec le miroir, on a même l'impression que l'espace se poursuit, et donc il est là coincé, et donc il y a bien un effet de simulation. Donc on est dans la représentation, on a à la fois dans un objet très concret, très fonctionnel, et en même temps, il y a une représentation qui s'opère avec les miroirs qui font prolonger l'espace, et puis du coup qui dissimule le fait qu'il puisse y avoir un support, et ça donne une légèreté. Et enfin, il y a tout un aspect, s'il reposait au sol, ça serait d'une lourdeur considérable, et là, ça change complètement la perception qu'on peut avoir. Donc, au niveau de la perception, on a l'impression d'avoir un bloc qui est vide. Ce bloc qui paraît posé contre le mur ne l'est pas en fin de compte, puisqu'il est plus ou moins dans le mur, et on a l'illusion. Au lieu d'être présent entre les parois, il est posé au sol, mais on c'est dissimulé. Voilà. Et donc, c'est ce qui est simulé en fin de compte.
Voilà. Donc ici, c'est le concept de simulation qui... Voilà. Qui là aussi, c'est des concepts a priori opposés. La présentation et puis le réel, c'est des choses qui devraient pas, qui s'opposent. Et là, à nouveau, on arrive à les relier. Ils sont articulés et se concrétisent dans cet objet métafonctionnel. Voilà. Donc de prime abord, et ça modifie complètement l'espace dans lequel on est. Ouais, c'est pas un objet, une fois de plus, oui, bien sûr, oui. qui est posé comme ça, accroché, qui est vraiment, qui dépend vraiment de l'espace et puis qui le transforme considérablement. On peut parler du fait que je travaille aussi bien le concret, le réel, que les effets de représentation. Et que quand je fais des œuvres dans un lieu artistique, je travaille là aussi des choses qui habituellement sont opposées, c'est-à-dire peinture, sculpture, et avec les mêmes objets, j'en fais un tableau ou une sculpture, donc un relief. C'est intégré d'une part par rapport au contexte qui est à la galerie, puisqu'on parle des constituants génériques de l'art, peinture, sculpture, des supports, puisque là le lieu est divers, mais il peut travailler dans son contexte. Donc le support, la toile, ici la sculpture, le volume. Donc les deux ont toujours sur la même dualité de deux principes, de deux constituants qui s'opposent soit par la fonction, soit par leur forme, soit par leur signifiance, par rapport à des contextes qui là communiquent et trouvent un équilibre au sens signifié. Donc là, les mêmes formes qui vont se retourner donnent toile, quand elles sont recouvertes effectivement du toile pour faire des tableaux, ou bien quand elles sont vierges, donnent des reliefs, avec le mot qui va avec. Et il y a l'équivalent, donc on associe sculpture et peinture, comme je disais, mais il y a l'équivalent dans l'espace et avec des panneaux qui forment des meubles, en l'occurrence ici, et que j'avais travaillé aussi pour fermer des fenêtres du lieu où j'exposais, ce qui devenait la continuité du mur. Donc on ne sait plus si c'est de l'architecture, des tableaux, des sculptures, enfin tout est complètement mis sur le même niveau. Et on voit les relations qu'on peut établir entre des choses qu'on d'habitude on sépare bien. Là vraiment, ce meuble-là par exemple est à la fois une œuvre d'art, un meuble et un éclairage, enfin, il y a plein de fonctions diverses. Pourquoi faire tout ça, Patrice Hamel ? C'est pour essentiellement se transformer, devenir éventuellement quelqu'un qui nous plaise, et donc transformer l'entourage et l'espace et le monde à la mesure de ce qu'on peut faire, bien entendu, mais c'est important de dire ça parce que je crois qu'il n'y a vraiment pas d'essence, aucun niveau. Donc les choses se transforment, se constituent petit à petit. Et par rapport à ce que je disais, je ne suis pas du tout dans l'expressivité qui voudrait dire qu'on a déjà pensé, compris le monde ou soi-même, et qu'on ne ferait que les exprimer dans un second temps en trouvant une jolie forme. Donc c'est exactement le contraire. Donc c'est au contraire une réflexion sur les formes, sur les relations, qui vont donner du sens, même en produire, et donc qui nous permettent de nous transformer, de devenir quelqu'un d'autre, effectivement. Parce que la contrainte du monde extérieur concret, oui, justement. Une contrainte, oui. Justement, c'est pas simplement rêvasser et puis se contenter de ses fantasmes, c'est vraiment affronter le monde tel qu'il ne nous plaît pas, tel qu'il nous plaît, et puis transformer ce qui ne plaît pas, et donc se transformer avec. Voilà. Et donc la pratique artistique est une des manières de procéder, mais il y en a d'autres, mais à vrai dire, soit je ne les connais pas, soit je ne suis pas fait pour ça. En tout cas, par contre, j'ai pratiqué beaucoup de domaines, comme le chant, la scène, la musique, et le cinéma, les arts plastiques, et je viens de finir un roman. Donc, à chaque fois, pour moi, justement, c'est trouver le médium le plus adéquat par rapport à... Parce qu'évidemment, à chaque médium, les transformations ne sont pas les mêmes, et c'est trouver chaque médium adéquat par rapport à un moment de sa vie où il y a des questions fondamentales qu'on se pose et qu'on veut régler de cette façon. Voilà.